Elle l'a aidé à conquérir le pouvoir, à rédiger ses discours enflammés qui captivaient les foules, à négocier dans les coulisses avec des dictateurs impitoyables dont les noms faisaient trembler les chancelleries européennes. Et pourtant, à peine quelques mois après que Nicolas Sarkozy ait accédé à la présidence de la République française en mai 2007, Cécilia Attias, alors encore connue sous le nom de Cécilia Sarkozy, a tout quitté. Pas d'interview fracassante pour expliquer son départ, pas de communiqué larmoyant pour justifier l'abandon du rôle de première dame. Seulement un silence assourdissant, un vide qui a alimenté les spéculations des médias et les ragots des salons parisiens. Aujourd'hui, à 67 ans, en cette année 2025 où le monde semble plus instable que jamais, elle rompt enfin ce silence long de près de 2 décennies. Pourquoi a-t-elle refusé avec tant de véhémence le rôle de première dame, ce titre qui, pour beaucoup, représente le summum du glamour et de l'influence? Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de ce mariage fracturé, derrière les murs dorés de l'Élysée, où les sourires de façade masquaient des tempêtes intimes? Et pourquoi, malgré les scandales qui ont éclaboussé son ex-mari, malgré la trahison mutuelle et le divorce acrimonieux, l'a-t-elle encore défendu publiquement lorsqu'il a fait face à l'humiliation suprême de la prison en octobre 2025? L'histoire de Cécilia n'est pas une vulgaire histoire de vengeance, comme celle que l'on lit dans les tabloïds ou que l'on voit dans les séries télévisées à sensation. Non, c'est une histoire de vérité brute, une quête de liberté personnelle dans un monde où les femmes, même au sommet du pouvoir, sont souvent réduites à des rôles secondaires. C'est l'histoire d'une femme qui a dû partir pour enfin être entendue, pour se réapproprier sa voix étouffée par les exigences du protocole et les ambitions dévorantes d'un homme qu'elle avait aimé passionnément. Une union née de la trahison, un amour qui a commencé dans l'ombre d'un mariage célébré par Sarkozy lui-même, et qui s'est achevé dans les lumières aveuglantes de la présidence. Pour comprendre Cécilia Attias, il faut remonter aux racines de cette passion scandaleuse, à ce jour fatidique d'août 1984 où tout a basculé. L'histoire commence comme un roman français scandaleux, de ceux que l'on dévore en cachette, avec des intrigues amoureuses entrelacées à des ambitions politiques. Sauf que cette fois, ce n'était pas de la fiction, c'était la vie réelle, avec ses conséquences médiatiques explosives et ses blessures intimes indélébiles. En août 1984, Cécilia Sigané Albéniz vit une jeune femme brillante au charme cosmopolite, issue d'une famille aux origines espagnoles, roumaines et russes, épousait l'un des animateurs les plus populaires de France, Jacques Martin. Âgée de 26 ans, Cécilia avait abandonné ses études de droit pour se plonger dans le monde effervescent de la politique et des médias. Elle était déjà une femme accomplie, avec un esprit vif et une élégance naturelle qui attiraient les regards. Le mariage se déroulait à Neuilly-sur-Seine, cette banlieue chic de Paris où se côtoyaient les élites et les ambitions naissantes. Et celui qui célébrait la cérémonie n'était autre que le maire de la ville, un jeune homme de 29 ans nommé Nicolas Sarkozy. Sarkozy, déjà connu pour son ambition dévorante et sa verve oratoire qui faisait trembler les adversaires politiques, n'était pas du genre à rester dans l'ombre. Mais ce jour-là, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Comme il le confierait plus tard à des proches, il fut foudroyé en voyant la mariée. Sa biographe, Catherine Ney, parlerait d'un coup de foudre, un éclair de désir qui le saisit alors même qu'il officiait le mariage d'un autre homme. Imaginez la scène, Sarkozy, micro en main, prononçant les vœux solennels, tout en sentant son cœur battre la chamade pour la femme qui disait oui à Jacques Martin. Cécilia, avec ses cheveux bruns cascadant sur ses épaules, son sourire énigmatique et son regard perçant, incarnaient tout ce qui fascinait cet homme politique en herbe, l'intelligence, la beauté et une indépendance farouche. Sarkozy ne l'oublia pas. Loin d'être silencieux, il garda contact avec le couple au fil des années. Jacques et Cécilia devinrent parents de 2 filles, Judith en 1984 et Jeanne-Marie en 1987. En apparence, tout allait bien, une vie de famille stable, des dîners mondains, des vacances ensoleillées. Mais derrière les façades bourgeoises de Neuilly, un triangle amoureux se dessinait lentement, insidieusement. Sarkozy commença à téléphoner régulièrement à Cécilia, prétextant des discussions politiques pour masquer un intérêt plus personnel. Il lui envoyait des fleurs, des lettres passionnées, des invitations à des événements où leurs chemins se croisaient par hasard. Cécilia, de son côté, se sentait de plus en plus éloignée de son mari, un animateur charismatique mais peut-être trop absorbé par sa carrière télévisuelle. Elle était de plus en plus fascinée par ce jeune maire dont l'ambition semblait sans limite, un homme qui parlait de réformer la France avec une fougue contagieuse. En 1988, 4 ans après le mariage qu'il avait lui-même célébré, le scandale éclata. Cécilia quitta Jacques Martin, emmenant ses 2 filles avec elle. Ce fut un séisme médiatique. Les journaux People s'emparèrent de l'affaire, titrant sur l'amour interdit et la trahison à Neuilly. Elle s'installa d'abord dans un petit studio modeste, loin du luxe auquel elle était habituée, avant de rejoindre Sarkozy ouvertement. Mais lui aussi était encore marié, à Marie-Dominique Culioli, la mère de ses 2 fils, Pierre et Jean. Ce fut le début d'une décennie de zone grise,
des divorces croisés, des amours affichés au grand jour, des rumeurs incessantes qui alimentaient les colonnes des magazines. Sarkozy divorça en 1996, et le couple se maria civilement le 23 octobre de la même année, toujours à Neuilly. Parmi les témoins, des figures emblématiques comme Bernard Arnault, le magnate du luxe, et Martin Bouygues, le puissant entrepreneur. Ces noms symbolisaient déjà le pouvoir qui se tissait autour d'eux, un réseau d'influence qui propulserait Sarkozy vers les sommets. 6 mois plus tard, le 23 avril 1997, naissait leur fils Louis. Mais les ombres de leur début ne s'effacèrent jamais. Pour beaucoup, leur union était le fruit d'une trahison originelle. Sarkozy avait volé la femme d'un ami, et Cécilia avait abandonné son premier mari pour un homme plus ambitieux. Ce murmure les suivit jusqu'aux portes de l'Élysée, comme une malédiction discrète. Car une passion bâtie sur la trahison ne s'éteint jamais sans fracas, elle porte en elle les graines de sa propre destruction. Les années qui suivirent furent un mélange de triomphes politiques et de tensions intimes. Sarkozy grimpait les échelons, maire de Neuilly, député, ministre du budget sous Balladur, puis de l'intérieur sous Chirac. Cécilia était à ses côtés, non pas comme une épouse trophée, mais comme une partenaire active. Elle corrigeait ses discours, affinait ses stratégies, négociait en coulisses. Elle était son arme secrète, disaient les proches. Pourtant, des fissures apparaissaient. En 2005, Cécilia eut une liaison avec Richard Attias, un homme d'affaires marocain organisateur d'événements mondiaux. Paris Match publia des photos d'eux en couverture, provoquant un scandale qui faillit couler la carrière de Sarkozy. Elle partit pour New York avec Attias, laissant Sarkozy dévasté. Mais elle revint en 2006, juste à temps pour la campagne présidentielle. Était-ce par amour? Par devoir? Ou par calcul politique? Les rumeurs allaient bon train. Sarkozy, dans son livre Témoignages publié en 2006, évoquait leur relation avec une rare vulnérabilité: sans elle, rien de ce que je fais n'est possible. Cécilia, de son côté, jouait le rôle à la perfection pendant la campagne. Sourire radieux, apparition complice. Mais au fond d'elle, les doutes grandissaient. En mai 2007, Nicolas Sarkozy réalisa enfin son rêve. Il remporta l'élection présidentielle face à la socialiste Ségolène Royal, avec une victoire éclatante de 53% des voix. C'était l'apogée d'une carrière politique patiemment construite pendant des décennies, depuis ses débuts comme militant gaulliste dans les années 1970. Tandis qu'il triomphait, bras levés, voix retentissante sur la scène de la place de la Concorde, entouré de milliers de supporters en liesse, Cécilia n'était déjà plus là qu'en apparence. Elle souriait pour les caméras, posait pour les photographes, mais son regard trahissait une absence profonde, une distance qui s'installait comme un brouillard insidieux. Pendant des années, elle avait été l'une de ses stratèges les plus précieuses. Au ministère de l'Intérieur, où Sarkozy avait brillé par ses réformes sécuritaires, Cécilia rédigeait ses discours, corrigeait ses textes avec un œil affûté, ajustait son ton pour qu'il soit plus accessible, moins agressif. Elle soignait son image, choisissant ses costumes, ses cravates, veillant à ce qu'il apparaisse comme un leader dynamique mais humain. Selon plusieurs proches, comme son ancien conseiller Patrick Buisson, elle était bien plus qu'une épouse de politicien. Elle était son cerveau complémentaire, celle qui tempérait ses impulsions et amplifiait ses forces. Cécilia n'était pas dans l'ombre, elle était l'ombre qui guidait la lumière, confiera plus tard un collaborateur anonyme. Mais une fois qu'il devint président, tout changea radicalement. Soudain, la femme qui écrivait ses discours devait se contenter de sourire en silence, de faire tapisserie lors des réceptions officielles, de recevoir poliment les invités lors des dîners d'État. Ce n'était pas qu'un changement de protocole, c'était une dépossession totale de son identité. Cécilia, avec son esprit rebelle et son aversion pour les conventions, rejeta presque aussitôt ce rôle étriqué. « Je ne voulais pas de cette vie-là », confierait-elle plus tard dans une interview sans détour accordée à elle en 2013. « Je préfère les bottes de cow-boy aux talons aiguilles. Je n'ai jamais voulu sourire pour les caméras et faire coucou. Ce monde-là, les sourires forcés, la mise en scène permanente, je le trouvais creux, vide de sens. » Les signes de son malaise étaient évidents dès les premiers jours du mandat. Lors de la première visite diplomatique du président Sarkozy aux États-Unis, pour rencontrer George W. Bush à Kennebunkport dans le Maine, Cécilia brilla par son absence. Une absence qui fit scandale. La première dame de France manquant le premier rendez-vous officiel avec le président américain. La presse s'enflamma, titrant sur l'affront de Cécilia et spéculant sur des tensions conjugales. Les services de l'Élysée invoquèrent des raisons de santé, une angine, une fatigue passagère. Personne n'y crut une seconde. Tout l'été 2007, les absences de Cécilia se multiplièrent et devinrent de plus en plus difficiles à justifier. Elle ne participa pas au défilé du 14 juillet, évita les conférences de presse, et on la vit à plusieurs reprises seule à New York, déambulant dans Manhattan ou dînant avec des amis tandis que Sarkozy assistait seul aux événements officiels. Les magazines comme Paris Match, Le Point et Le Figaro spéculaient sans relâche: était-elle dépressive?
Avait-elle quitté le couple pour de bon? Beaucoup murmuraient qu'elle avait renoué avec Richard Attias, cet homme d'affaires qu'elle avait déjà rejoint en 2005 avant de revenir auprès de son mari pour la campagne présidentielle. À huis clos à l'Élysée, leur relation n'était plus qu'une apparence fragile. Les employés du palais parlaient d'eux comme de colocataires dans une cage dorée. Peu de paroles échangées, beaucoup de distance physique et émotionnelle. L'intimité avait cédé la place au protocole rigide. Cécilia, avide d'authenticité et de liberté, se sentait prisonnière d'un palais de miroirs où chaque geste était scruté, chaque mot pesé. Elle confia plus tard à un média suisse, « Nous étions au sommet du monde et j'y étouffais. Je n'avais pas ma place dans ce palais. Je n'étais pas né pour être un mannequin en Chanel serrant des mains d'ambassadeur. » Ces mots n'étaient pas amers, ils étaient simplement las, résignés. 5 mois après le début du quinquennat, tout s'effondra. Le 18 octobre 2007, l'Élysée annonça que le couple s'était séparé d'un commun accord. En réalité, Cécilia avait déjà retrouvé Richard Attias, l'homme qu'elle aimait avant même l'élection. Elle expliqua plus tard, dans une interview laconique, « J'ai rencontré quelqu'un. Je suis tombée amoureuse. Je suis partie. » Sa voix était neutre, mais son regard disait tout, la libération d'une femme qui avait trop longtemps joué un rôle qui ne lui convenait pas. Cécilia avait pourtant essayé. Revenue en 2006, elle avait tenté une réconciliation publique, posant pour les photos de famille, soutenant Sarkozy lors des meetings. Un jour, confia-t-elle, on comprend simplement qu'on n'a plus de place dans le couple, que le mariage ne fonctionne plus. Et voilà. Derrière le vernis du pouvoir, leur union n'était qu'un orage silencieux, une lente déchirure qu'aucun dîner d'État ni tailleur Dior ne pouvait masquer. Dans son autobiographie de 2013, Une envie de vérité, Cécilia fit tomber le masque définitivement. Loin de l'image de l'épouse dévouée, elle décrivit un homme brillant et ambitieux, mais aussi fermé, obsédé par le contrôle, entièrement consumé par la politique. Il était marié à la France, écrivit-elle avec une pointe d'ironie. Moi, je n'étais qu'un accessoire, un élément décoratif dans son grand théâtre. Des phrases glaciales, mesurées, d'autant plus douloureuses qu'elle ne cherchait pas la vengeance. Elle y confia son sentiment d'invisibilité, noyé dans l'ombre d'un ego monumental. Ce qui l'avait séduite au début, son énergie débordante, sa vivacité d'esprit, son feu intérieur devint peu à peu ce qui l'éloigna. Nous avons cessé d'être des partenaires, dira-t-elle lors d'une rare apparition médiatique. Je suis devenu un meuble de sa vie, un objet qu'on déplace selon les besoins. Les amis du couple parlaient d'une maison traversée de silence et d'éclats sporadiques. Cécilia, esprit libre et rebelle, refusait de se plier à l'image parfaite qu'on voulait lui imposer. Elle haïssait le titre de première dame et disparaissait parfois plusieurs jours sans prévenir quiconque. Personne à l'Élysée n'osait demander où elle était passée, racontera une proche dans un livre de souvenirs. Leur fils Louis devint même, malgré lui, le symbole de cette fracture familiale. À 16 ans, en 2013, il rentra un jour avec un immense tatouage vaudou représentant Baron Samedi, la divinité de la mort dans la culture haïtienne. Cécilia fondit en larmes en le découvrant lors d'un mariage familial. Elle était inconsolable, se souvient un invité présent ce jour-là. Ce n'était pas seulement le tatouage qui la bouleversait, c'était la perte de contrôle, la sensation que même son propre fils lui échappait peu à peu, emporté par l'adolescence rebelle et les influences extérieures. La réaction de Sarkozy fut glaciale, sèche, presque mécanique. Crétin, lâcha-t-il simplement avant de passer à autre chose, comme si ce n'était qu'un incident mineur dans son agenda chargé. Ce moment minuscule en apparence résumait toute la distance entre eux. Là où elle voyait une crise émotionnelle profonde, il ne voyait qu'un désagrément passager. Là où elle cherchait une connexion humaine, il ne répondait que par le calcul politique. Et peu à peu, l'amour se transforma en mise en scène, des sourires pour les caméras, des dîners interminables avec des dignitaires étrangers, des apparitions publiques qui cachaient une séparation intime déjà consommée. Ce n'était pas une infidélité unique ni une dispute précise qui les détruisit, mais l'accumulation de l'absence, des non-dits, des priorités divergentes. Le moment où l'on regarde la personne en face de soi et qu'on comprend qu'elle n'est plus son refuge, mais un poids. Cécilia céda la première, non par faiblesse, mais par lucidité. Elle choisit la paix plutôt que la proximité forcée, la réalité plutôt que l'illusion du pouvoir. Et lorsqu'elle quitta l'Élysée en octobre 2007, ce n'était pas un homme qu'elle fuyait, mais un rôle qu'elle ne pouvait plus jouer, un système qui l'étouffait. Son départ marqua la France. Pour la première fois, une première dame quittait le palais en plein mandat, brisant les conventions et inspirant des débats sur le rôle des femmes en politique. Le mariage de la revanche. En mars 2008, alors que la France vibrait encore du remariage éclair de Nicolas Sarkozy avec la chanteuse et mannequin Carla Bruni, une union célébrée en février 2008 au palais de l'Élysée, sous les flashs des photographes, Cécilia Attias organisa sa propre révolution, mais à New York cette fois. Moins de 4 mois après les noces présidentielles, elle aussi se maria à nouveau.
Mais son union à elle n'avait rien d'un rebond impulsif ni d'un coup médiatique calculé pour blesser son ex-mari. Pour Cécilia, ce n'était pas seulement un mariage, c'était une déclaration d'indépendance, un acte de renaissance personnelle. Le lieu choisi était emblématique, le mythique Rockefeller Plaza au cœur de Manhattan, symbole de la puissance américaine et de la réinvention. La liste d'invités était restreinte, 5 noms triés sur le volet, venus du monde politique, diplomatique et économique. Parmi eux, le prix Nobel de la paix Elie Wiesel, qui servit de témoin au couple, apportant une touche de gravité et d'humanité à la cérémonie. Aucun journaliste n'était convié, aucun cliché officiel ne fut diffusé. Les téléphones et appareils photo étaient strictement interdits. Cécilia, si souvent traquée par les paparazzi à Paris, reprenait enfin le contrôle du récit de sa vie. Dans cette ville qui deviendrait son refuge, elle allait écrire sa propre fin, et surtout, son nouveau départ. Le week-end prit des allures de film hollywoodien sur la Renaissance. Le vendredi, les invités arrivèrent à l'hôtel Regency sur Park Avenue, un établissement luxueux où le service discret contrastait avec l'agitation de Manhattan. Puis, ils furent conduits à la somptueuse propriété privée de Richard Attias à Greenwich, dans le Connecticut, l'un des endroits les plus riches d'Amérique, avec ses manoirs cachés derrière des impeccables et ses vues sur des lacs paisibles. Le samedi, un dîner intime entre amis dans un restaurant mexicain branché, suivi d'une soirée sur Broadway pour assister à Mamma Mia, une comédie musicale joyeuse qui célébrait l'amour et la liberté. Et le dimanche soir, la cérémonie civile dans une tour privée de Manhattan, suivie d'une réception élégante au Rockefeller Center, avec vue sur les lumières scintillantes de la ville qui ne dort jamais. Cécilia portait une robe Versace sur mesure, avec un décolleté carré, un corsage plissé et une large bande dorée ceinturant la taille. Ce n'était pas qu'une création de haute couture, c'était une armure symbolique, un manifeste de sa force retrouvée. Elle n'était plus la première dame réticente, forcée de sourire en tailleur Chanel, elle était une femme assumée, lumineuse, libre de choisir son destin. Son nouveau mari, Richard Attias, n'était pas étranger au pouvoir. Né à Fès au Maroc en 1959, il était un homme d'affaires international, fondateur de Global Event System et futur président de Publicis Events Worldwide. Il avait organisé des sommets mondiaux, des forums économiques comme le Davos africain, et même le congrès de l'IMP en 2004 où il avait rencontré Cécilia pour la première fois. Leur relation avait jadis failli faire exploser la réputation de Sarkozy. En 2005, Paris Match avait publié leurs photos en couverture, provoquant un scandale politique majeur que Sarkozy avait eu bien du mal à éteindre, en minimisant l'affaire lors d'interviews télévisées. Mais désormais, ce qui avait été murmuré et condamné devenait public, assumé, célébré sans complexe. « Il est le grand amour de ma vie », déclara Cécilia dans une rare interview accordée au Guardian en 2010. Ni Jacques Martin, le père de ses filles Judith et Jeanne-Marie, ni Nicolas Sarkozy, l'homme qui lui avait donné un fils et une place dans l'histoire politique de France. Mais Richard, celui qui la voyait non pas comme un symbole ou une première dame, mais comme une femme à part entière, celui qui ne voulait pas qu'elle joue un rôle prédéfini, mais qu'elle écrive son propre scénario. Leur union n'était pas une revanche sentimentale mesquine, mais une libération profonde. Elle mit un point final à 20 ans d'enchevêtrement entre amour, politique et devoir, un tourbillon qui avait commencé par ce coup de foudre à Neuilly. Pour certains observateurs, cela ressemblait à une revanche, un miroir du remariage précipité de Sarkozy avec Carla Bruni. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment ou ses amis proches, ses collaborateurs, c'était tout autre chose. Le geste d'une femme reprenant possession de sa voix, de son image et de son avenir. Ce mariage avec Attias n'effaça pas les blessures du passé, il les redéfinit, les transforma en force. Il prouva que son départ de l'Élysée n'avait rien d'une chute humiliante, c'était une évasion triomphante vers une vie authentique. Cécilia quittait non seulement un homme, mais un monde entier qui ne lui avait jamais laissé sa place véritable, un système patriarcal où les femmes des puissants sont souvent reléguées à des rôles décoratifs. À New York, elle se réinventa sans jamais tout oublier, portant en elle les leçons d'une vie tumultueuse. Dans les années qui suivirent sa sortie spectaculaire de l'Élysée, Cécilia Attias disparut presque entièrement du paysage médiatique français. Plus de couverture de tabloïds la montrant en larmes ou en fuite, plus d'apparitions politiques forcées, plus de rumeurs chuchotées dans les dîners parisiens. C'était comme si elle avait quitté une vie pour en commencer une autre, radicalement différente. Et en vérité, c'est exactement ce qu'elle fit. Elle réapparut non pas à Paris, mais à Manhattan, non plus comme Cécilia Sarkozy, ex-première dame de France, mais comme Cécilia Attias, femme indépendante, militante mondiale et fondatrice de sa propre fondation. La ville de New York lui offrit ce que Paris ne lui avait jamais permis, l'anonymat relatif dans une métropole anonyme, la possibilité de réinvention sans le poids du passé, et une raison d'être loin des mises en scène protocolaires. En 2010, elle lança officiellement la Cécilia Attias Foundation for Women, une plateforme internationale dédiée à la promotion des droits, de la sécurité et de l'autonomie des femmes à travers le monde.
Les causes qu'elle y défendit furent à l'image de son parcours personnel, multiples, ambitieuses et concrètes. Lutte contre la violence domestique, amélioration de la santé maternelle, promotion de la représentation politique des femmes, combat contre la traite humaine, accès à l'éducation et à la justice pour les femmes et les jeunes filles issues de milieux défavorisés. J'ai simplement changé de vie, confia-t-elle au Guardian dans une rare interview cette même année. J'ai quitté mon pays, ma famille, mes amis. Mais ici, je me sens bien. À New York, on se réveille chaque matin avec la conviction que tout est possible. Forte de son immense carnet d'adresses, bâti au fil de décennies passées dans les cercles du pouvoir français et européen, des chefs d'État aux diplomates en passant par les patrons du CAC 40, Cecilia mobilisa des partenariats dont rêvent la plupart des ONG. Elle rallia des diplomates onusiens, des chefs d'entreprise philanthropes, d'anciens chefs d'État comme Bill Clinton ou Tony Blair, des défenseurs des droits humains comme Malala Yousafzai. Elle organisa des conférences internationales et des forums mondiaux, transformant sa fondation en un hub d'action globale. Parmi ses projets les plus ambitieux figurait le Dialogue for Action, un sommet annuel réunissant des voix venues des 5 continents pour formuler des politiques concrètes en faveur de l'égalité des sexes. Ces événements, souvent tenus à New York ou dans des capitales africaines, attiraient des centaines de participants et généraient des millions de dollars en dons. Mais pour Cecilia, il ne s'agissait pas de symboles vides ou de galas mondains. Elle ne voulait ni être une figure d'apparat ni une épouse fortunée signant des chèques depuis son salon. Elle voulait agir sur le terrain, avec les mains dans le cambouis. Elle visita des refuges pour femmes battues au Kenya, aida des ex-détenus à se reconstruire à Long Island, conseilla des militantes du Moyen-Orient sur la création de centres d'accueil pour les victimes de mariages forcés. En partenariat avec l'ONU Femmes, elle lança des programmes d'éducation en Afrique subsaharienne, formant des milliers de jeunes filles à l'entrepreneuriat. Et pour la première fois depuis longtemps, on ne la présentait plus comme la femme de quelqu'un. Elle était simplement Cecilia, une force autonome. Pourtant, malgré cette renaissance éclatante, le passé ne disparut jamais complètement. Les cicatrices de son divorce public et de ses années politiques restaient visibles, discrètes mais persistantes, comme des tatouages invisibles sous la peau. En octobre 2025, le monde entier suivit le verdict historique. Nicolas Sarkozy fut condamné à 5 ans de prison pour corruption et conspiration criminelle dans l'affaire du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Pour la première fois dans l'histoire de la République, un ancien président de la République allait purger une peine de détention effective. Sarkozy passa quelques semaines à la prison de la Santé à Paris avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2025, en attendant son appel. Un moment historique mais douloureux, qui raviva les vieux démons. Depuis New York, Cecilia rompit à nouveau le silence. Sur les réseaux sociaux, où elle est active depuis des années postant sur des sujets variés, des droits des femmes aux actualités géopolitiques, elle publia un message poignant: « Demain, un homme avec qui j'ai partagé 25 ans de ma vie et qui reste le père de mon fils sera injustement privé de sa liberté. Je suis dévasté. Je suis indigné. » Nicolas Sarkozy a consacré sa vie à la France. Il mérite la justice, pas l'humiliation. La réaction fut immédiate et massive. Après plus de 10 ans de silence public à son sujet, ces mots résonnèrent comme un choc électrique. Elle n'avait pas parlé en tant qu'ex-épouse rancunière ni en tant qu'ancienne première dame. Elle avait parlé en tant que femme qui, malgré tout, voyait encore l'homme derrière le titre et les scandales, l'humain derrière le politicien déchu. Certains y virent de la grâce, une élégance rare dans un monde de règlement de comptes. D'autres de la loyauté résiduelle, un lien indéfectible forgé par les années communes. Pour beaucoup, ce fut la preuve que leur lien avait toujours dépassé la politique, la trahison et les obligations publiques. Était-ce encore de l'amour? Un réflexe de protection pour leur fils Louis, désormais lancé en politique avec ses propres ambitions? Ou simplement un dernier geste de compassion pour celui qui jadis l'avait appelé son talon d'Achille, affirmant que sans elle, rien n'était possible? Personne ne le sut jamais. Peut-être pas même elle. Mais ce message, relayé par des milliers d'utilisateurs sur X, anciennement Twitter, montra que Cecilia n'avait pas tourné la page définitivement, elle l'avait simplement réécrite à sa manière. L'architecte oublié. Peu de gens se souviennent aujourd'hui que c'est Cecilia qui a aidé Nicolas Sarkozy à devenir président. En tant que conseillère la plus proche, elle façonna son image publique, modela ses discours pour qu'ils touchent le cœur des Français, adoucit sa rhétorique souvent abrasive. Elle a toujours été le pouvoir derrière l'homme, se souvient un ancien collaborateur dans un documentaire de 2020. Mais elle ne voulait pas la lumière des projecteurs, seulement l'influence discrète, l'impact réel sans les honneurs superficiels. C'est Cecilia, et non le ministre des Affaires étrangères ni même le président, qui s'envola pour la Libye en juillet 2007 afin de négocier la libération des 5 infirmières bulgares condamnées à mort. Elle seule, avec son charme et sa détermination, parvint à convaincre Kadhafi, marquant un coup diplomatique retentissant.
Et pourtant, lorsque le mariage s'effondra, une grande partie de la France la désigna comme coupable. La briseuse de ménage, la femme qui aurait abandonné la République au moment où elle en avait le plus besoin. Un récit sexiste qu'elle a longtemps laissé courir, préférant le silence à la confrontation. Mais aujourd'hui, à 67 ans, elle commence enfin à corriger ce narratif biaisé, à travers des interviews sporadiques et des posts sur les réseaux. Cécilia Attias a survécu au titre de première dame, aux tabloïds voraces et aux ragots incessants. Elle vit désormais à New York, entourée de sa famille élargie, ses 2 filles nées de son premier mariage, son fils Louis issu du second, et désormais ses petits-enfants qui apportent de la joie à sa vie quotidienne. Louis, ce fils rebelle qui autrefois la fit pleurer avec son tatouage extravagant, est aujourd'hui un politicien en herbe, suivant les traces de son père mais avec sa propre touche. Et Cécilia, elle est revenue là où elle a toujours voulu être, dans l'ombre, mais au centre du jeu, conseillant, orientant, influençant discrètement à travers sa fondation et ses réseaux. Je suis toujours là, a-t-elle confié dans une interview récente à The Times. Non plus comme une note de bas de page dans la biographie de Sarkozy, mais comme une femme qui a traversé le scandale, la douleur, la renaissance et l'exil, et qui s'en est relevée plus forte. Son histoire ne parle pas seulement d'un mariage brisé avec Nicolas Sarkozy. Elle parle d'identité féminine, de liberté conquise et du courage de quitter une vie qui ne lui appartenait plus. Cécilia ne s'est pas effacée, elle s'est reconstruite, brique par brique, dans une ville qui récompense les audacieux. Alors, qu'en pensez-vous? Cécilia a-t-elle eu raison de quitter la lumière aveuglante du pouvoir pour retrouver sa liberté authentique, ou a-t-elle laissé quelque chose d'inachevé derrière elle, comme un chapitre ouvert dans l'histoire de France? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait voir Cécilia sous un nouveau jour, laissez un like et envoyez-la à quelqu'un qui se souvient encore de ces années tumultueuses.